C'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Bienvenue dans Métropolitique, le podcast qui transporte au cœur des réseaux ferroviaires et vulgarise les transports urbains sans jamais oublier leur dimension politique et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Donc on s'éloigne déjà de la réalité physique. Il y a eu une fonction de transfert entre le carbone, son impact sur la planète, et la valeur qu'on accorde à cet impact. Il a travaillé entre autres sur le tunnel sous la Manche, le métro de Dubaï et le tramway de Bucarest. La sécurité, elle est essentiellement dictée par des normes. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Aujourd'hui dans Métropolitique, bilan carbone d'une ligne à grande vitesse, un enjeu d'avenir. Le bilan carbone, il faut prendre en compte celui de la construction, qui est colossal. Donc il y a peut-être une limitation qui apparaît derrière ces équations de physique. Parce qu'on va de cœur de ville à cœur de ville en 2 heures, avec un minimum de contrôle. On n'est pas obligé de passer ses bagages aux rayons X. Bonjour Michel, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs du podcast du jour ? Dans la continuité du podcast qui traitait d'une LGV précédemment, on va tenter aujourd'hui de donner des ordres de grandeur qui caractérisent une LGV et insister sur ce qui entre dans le calcul du bilan carbone d'une LGV. Rien n'est moins simple. On va expliquer pourquoi il faut éviter les débats, faut le faire ou faut pas le faire, faut construire ou faut pas construire une LGV. Et puis, quelques pistes pour augmenter l'attractivité d'une LGV qui ne peut qu'être bénéfique sur son bilan final. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler la productivité d'une LGV ? Oui, de quoi parle-t-on ? Une LGV, aujourd'hui, en France, et c'est assez comparable en Allemagne, au Japon et en Chine, c'est une ligne où les trains peuvent circuler sur tout ou partie, jamais 100%, du tracé à plus de 300 km/h, pourquoi pas 320 km/h, ce qui est un standard maximal en France aujourd'hui. Et à cette vitesse-là, selon la composition du train, unité simple, unité double, simple niveau ou 2 niveaux, on peut atteindre de 16 800 personnes par heure et par direction et jusqu'à même 22 400 personnes par heure et par direction si on est capable de finaliser les nouvelles technologies de signalisation qui permettraient d'envoyer 20 trains par heure sur un trajet. On est du même ordre de grandeur qu'un métro, à part qu'on se déplace sur 400 km et à 320 km/h. Donc c'est remarquable. Un autre aspect d'une LGV, c'est son coût de construction. À chaque fois qu'on parle de coût, c'est très très relatif puisque ça dépend, projet par projet, du contexte de ce projet. L'exemple vaut ce qu'il vaut. C'est l'exemple de la LGV Tours-Bordeaux qui représente 303 km linéaires et qui a coûté en 2012, je vous laisse le soin de faire les actualisations, 6 milliards d'euros, soit 20 millions d'euros par kilomètre. Et ces ordres de grandeur sont ceux qu'on utilise encore quand on est au tout début d'une réflexion pour s'adresser aux décideurs, aux politiques. Après ces ordres de grandeur, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui rentre dans l'estimation de l'attractivité d'une LGV ? Oui, avant d'entrer dans le bilan carbone, qui est un facteur d'attractivité, j'ai envie de dire politique. Quand vous achetez votre billet, vous ne pensez pas à votre bilan carbone, ou alors c'est pour vous conforter d'être un bon citoyen. Mais donc, dans les modèles qui permettent d'anticiper quelle va être la fréquentation d'une ligne, rentrent des critères qui sont essentiellement la valeur du temps, la valeur de la vie humaine et, pourquoi pas, le coût du bruit et le coût de la pollution. La valeur du temps, c'est le facteur qui est le plus sujet à polémique puisque on pourrait, en allant finement dans les détails, considérer que la valeur du temps d'un Parisien n'est pas la même que celle d'un Lillois, ce qui ne manquerait pas de causer des polémiques, etc. Mais retenez la valeur du temps. D'autres critères qui complètent le portrait d'une LGV et qui constituent son attractivité, c'est la fiabilité des temps de trajet, le confort, et on pourrait dire aussi la sécurité. On sait que quand on monte dans un train, on n'aura pas d'accident. Si on regarde maintenant l'aspect qui est le sujet de ce podcast, comment est-ce qu'on élabore, comment est-ce qu'on compare un bilan carbone d'une LGV avec ce qu'elle remplace ? Il convient de regarder
qu'est-ce qu'est devenu le débat autour du bilan carbone? On parle de coûts monétisés, c'est-à-dire en euros. Donc on s'éloigne déjà de la réalité physique. Il y a eu une fonction de transfert entre le carbone, son impact sur la planète, et la valeur qu'on accorde à cet impact. En plus de ça, le coût de la tonne aujourd'hui de carbone est partiellement déconnecté du prix du pétrole, ce qui peut paraître surprenant. Pourquoi ? Parce que le pétrole n'est pas le seul carburant fossile qui crée du CO2. Il y a aussi beaucoup de charbon à l'échelle de la planète et beaucoup de gaz. Donc, il ne suffit pas de regarder les cours du prix du pétrole pour savoir quel est le juste coût de la tonne de CO2. Ça complexifie. Un autre aspect qui illustre la démarche politique, 2 commissions en France se sont penchées sur le coût de la tonne de carbone. Une, dite la commission Boiteux en 2001, qui avait déterminé une courbe de progression de la tonne de carbone entre 43 € en 2020 jusqu'à 104 € en 2050, tandis qu'une commission un peu plus récente, appelée la commission Quinet, en 2008, elle avait établi la courbe variant entre 56 € de la tonne en 2020 et montant jusqu'à 200 € la tonne en 2050. Et pourtant, on parle du même carbone, ce qui montre bien que le choix se fait, le choix du coût, la détermination du coût de la tonne de CO2 se fait sur des critères techniques, certes, mais surtout sur des critères de cohérence d'une politique publique et de la continuité d'un référentiel socio-économique. En clair, toutes les prévisions de croissance, avec toutes les composantes que cela implique dans l'économie d'un pays, vont influer, pour des raisons de non-rupture, on n'aime pas les ruptures, dans la détermination du coût du carbone. C'est-à-dire que parler du bilan carbone d'une LGV, ou de quoi que ce soit d'ailleurs, c'est mettre les 2 pieds dans la politique et être sûr qu'on n'est pas dans la vérité. On est dans du relatif, on est dans du subjectif, même s'il y a des tentatives pour objectiviser. L'estimation du coût d'une tonne de CO2 relèverait-elle donc de la pifométrie ? Alors une pifométrie orientée, j'aime bien le terme, on est dans des calculs extrêmement politiques, derrière lesquels, si on veut aller au bout de la réflexion, c'est quel est le coût ou le prix de la vie humaine. Donnons quand même quelques éléments de comparaison. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on prend l'avion, on est à 150 grammes équivalent CO2 par passager par kilomètre. Si on prend sa voiture, valeur moyennée par le nombre de passagers qu'on a à bord des voitures, on est à 80 grammes d'équivalent carbone par passager par kilomètre. Si on prend un train intercité, avant d'arriver au TGV, la différence c'est essentiellement les distances et les vitesses, donc le train intercité génère 20 grammes équivalent carbone par passager par kilomètre. Et le TGV est à moins de 10 grammes équivalent carbone par passager par kilomètre. Donc en gros, imbattable. Donc ça vaut le coup de réfléchir à attirer le maximum de passagers sur une LGV. D'accord, donc nous avons les ordres de grandeur des différents modes de transport. Qu'est-ce que ça veut dire de comparer le bilan carbone du train avec les autres modes ? Et en réalité, il ne faut pas oublier que le bilan carbone, ce n'est pas seulement lorsqu'on prend le train et qu'on va de Paris à Lyon. Le bilan carbone, il faut prendre en compte celui de la construction, qui est colossal. Et c'est ce bilan de la construction et ensuite de l'exploitation, faire rouler les trains, qui permet d'établir les chiffres qui ont été donnés précédemment, ce qui donne toute la valeur à ces chiffres. Pour ordre de réflexion, pour construire une LGV, là j'ai les chiffres de la LGV Rhin-Rhône, qui est une courte LGV de 140 km. On a dû construire 160 ponts, 13 viaducs, un tunnel de 2 km. On a déblayé 30 millions de mètres cubes de déblais, 20 millions de mètres cubes de remblais. On a dû fabriquer 550 000 traverses et tréfiler 600 km de rails pour, au final, transporter 12 millions de voyageurs par an et faire circuler 30 trams TGV. Donc là, on a à la fois les besoins pour la construction, c'est-à-dire la production de carbone, la génération de carbone pendant la construction, avec tout ce que ça implique, pour arriver à 12 millions de voyageurs par an. Et c'est ces 12 millions de voyageurs par an qui, au fil des années, devront tendre à équilibrer le bilan carbone initial de la construction. Donc les émissions de gaz à effet de serre incluent les études, il faut faire travailler des ingénieurs, il faut prendre des relevés topo géologiques avec les satellites, il y a la construction elle-même avec toute la fabrication, la préfabrication, la noria de camions pour déplacer les déblais et les remblais, et puis
Enfin seulement, on arrive à l'exploitation et à la maintenance. Voilà, donc un bilan carbone, c'est pas simplement faire circuler les trains. Un petit rappel sur l'énergie électrique, c'est la mère de toutes les mobilités décarbonées, pourvu que sa source de production soit décarbonée. Il est intéressant de constater que la SNCF est, je n'ai pas les derniers chiffres, mais enfin ça me semble assez réaliste, le deuxième consommateur d'électricité en France, avec 7,8 TWh, c'est assez colossal. Et puis, un chiffre encore plus renversant, c'est que RTE, le réseau de transport de l'énergie, lui, il est consommateur, alors qu'il ne fait que transporter. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il est consommateur de 11 TWh par an d'énergie, et ces 11 TWh, c'est les pertes de transport d'énergie. Donc l'électricité, c'est une superbe énergie, mais on en perd beaucoup, on en produit beaucoup, on en perd beaucoup. Et tout ça doit rentrer, si on était extrêmement rigoureux, dans le bilan carbone du consommateur de l'électricité. On le fait rarement. Enfin, encore un chiffre pour ceux qui aiment les ordres de grandeur. Un TGV est très gourmand en énergie, c'est-à-dire que la vitesse coûte cher en énergie, et une rame duplex, qui va donc circuler à 320 km/h sur une partie de son trajet, va consommer 20 kWh par kilomètre. Voilà. À titre de comparaison, un tramway va consommer 5 kWh par kilomètre, mais il se déplace à 20 km/h. Donc ayant dit cela, c'est-à-dire ayant bien en tête la génération de carbone pendant les études de la construction, et ensuite on continue à générer du carbone parce qu'on circule et qu'on consomme de l'énergie électrique, laquelle n'est pas neutre, on va donc essayer de regarder ce que nous disent les chiffres pour tendre vers un équilibre, et pourquoi pas un équilibre positif, du bilan carbone au fil du temps, entre les utilisateurs de voitures qui se seraient reportés vers le train, ce qu'on appelle le report modal. Et là, eh bien, bonne nouvelle, les chiffres sont positifs. En effet, le constat fait en France montre que, au bout de 12 ans d'exploitation pour les lignes les plus vertueuses, celles qui ont nécessité le moins de carbone à la construction, au bout de 12 ans d'exploitation, on a équilibré la génération de carbone de la construction par le report modal des passagers qui abandonnent leur voiture ou l'avion pour se rabattre sur le train. Par exemple, sur la LGV Paris-Lyon. Absolument. Sur la LGV Paris-Lyon, on a tué les trajets aériens. Il n'y a plus que des vols privés. Il n'y a plus de ligne Air France Paris-Lyon. Et pourquoi cela? Parce qu'on va de cœur de ville à cœur de ville en 2 heures, avec un minimum de contrôle. On n'est pas obligé de passer ses bagages aux rayons X. On n'a pas les trajets aéroports, on n'a pas toutes les contraintes aéroportuaires. Donc il semblerait qu'il faille au moins une dizaine d'années pour avoir un bilan carbone globalement positif. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer encore ce bilan? On a compris que quand on était en phase d'exploitation, on dépendait essentiellement du bilan carbone de la production d'énergie électrique. Et celle-là, elle va dépendre de la politique énergétique nationale. C'est un paquebot dont on dévie la trajectoire très très lentement. En revanche, la construction d'une ligne à grande vitesse porte des champs d'amélioration, et en particulier, il faudrait penser, on le fait, à optimiser les méthodes de construction. Il y a un exemple d'utilisation de la chaux pour traiter les sols humides, ce qui réduit la durée des terrassements. Un chantier qui dure moins longtemps et qui nécessite moins de terrassement va générer moins de carbone, alors que la chaux, c'est du carbone. Et puis, un point très important, c'est la géométrie. Et là, on va voir la connexion entre la géométrie d'une ligne, c'est-à-dire son profil à plat et en long, et la vitesse. Une géométrie qui maximise la vitesse va réduire le bilan carbone de la construction. Alors, c'est pas directement intuitif, mais on peut le développer. Par exemple, on a donc intérêt à imaginer une géométrie en plan et en profil qui permettra de maximiser la vitesse. En effet, une vitesse plus élevée veut dire que le train sera capable d'accepter des rampes plus fortes grâce à une motorisation répartie et suffisante. Ça veut dire que si on peut prendre des rampes plus fortes, le génie civil va s'en trouver simplifié. On va avoir moins d'ouvrages, moins de ponts, moins de viaducs, moins de contournements. Et si on fait moins d'ouvrages, il y aura moins de mètres cubes à déblayer et à remblayer. D'accord, donc une fois qu'on a optimisé les méthodes de construction et qu'on a bien planifié une géométrie qui permettra de maximiser la vitesse, on peut aussi favoriser les reports modaux vers le train depuis la voiture et l'avion. Absolument. Rappelons donc que les bilans carbone d'une LGV sont positifs, c'est-à-dire on récupère le coût carbone initial en moins de 15 ans, entre 12 et 15 ans en France. Donc, encore une fois, grâce à l'attractivité
du TGV français, ce qui est un facteur qui peut évoluer. Le bilan carbone, on a vu, alors là, il a double effet, quoi. Il évolue avec la vitesse. On vient d'expliquer qu'une vitesse plus élevée impose des trains plus motorisés, mais qui vont pouvoir franchir des rampes plus fortes et donc qui vont limiter les ouvrages. Mais aussi, la vitesse est un facteur d'augmentation du report modal parce que c'est une attractivité. Aller plus vite, ça reste quelque chose qui plaît aux utilisateurs, même s'il y a une part de mythe dans la vitesse. Mais néanmoins, rouler à 320 comme aujourd'hui sur la plupart des LGV françaises, c'est pas la même chose que rouler à 270 comme on a ouvert la ligne Paris-Lyon en 1982. Si on voulait aller encore plus vite, passer par exemple de 320 km/h à 400 km/h, la physique dit qu'il faudrait tripler la puissance installée, c'est-à-dire à bord des trains et la puissance électrique le long de la ligne, parce que la puissance est proportionnelle au cube de la vitesse. Bon, donc il y a peut-être une limitation qui apparaît derrière ces équations de physique. Néanmoins, on voit quand même que c'est là-dessus que s'est construit le mythe d'Hyperloop, dont on a déjà parlé dans un podcast précédent. L'augmentation de la puissance en fonction de la vitesse, Hyperloop y était confronté. C'est pour ça qu'ils avaient tenté de supprimer le frottement rail-roue en mettant une sustentation magnétique et en enlevant l'air dans un tube, en enlevant donc la traînée aérodynamique. Bien, on sait que ça n'a pas abouti et que ça n'aboutira pas. Néanmoins, si on était resté sur la performance des moteurs et des trains, avec les technologies des années 80, c'est-à-dire le début du TGV, on aurait eu un bilan de puissance avec le passage à 320 qui aurait été plus péjorant que celui que l'on constate aujourd'hui. Et pourquoi cela ? Parce qu'entre-temps, les moteurs électriques ont fait d'énormes progrès et l'aérodynamique aussi. On a fait beaucoup d'études sur les flux d'air, sur la traînée aérodynamique, ce qui fait que on a un peu mis à mal l'équation qui disait que ça allait être proportionnel au cube de la vitesse. De toute façon, la vitesse, c'est une de mes marottes. Il ne faut pas se focaliser sur la vitesse parce qu'une vitesse max, c'est un argument marketing, mais on ne peut de toute façon pas circuler à la vitesse max sur la totalité du parcours. Une fois qu'on a franchi des seuils de temps psychologiques entre un point A et un point B, Paris-Lille en moins d'1 heure, Paris-Lyon en moins de 2 heures, Paris-Bordeaux en moins de 2 heures, après, vouloir encore gagner quelques minutes, si on voulait gagner un quart d'heure sur 2 heures, mais il suffirait pas de passer de 320 à 400, ça suffirait pas, ça serait beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'on rentrerait dans des zones de vitesse qui sont pas maîtrisées de manière à assurer une exploitation régulière. Encore un argument, je le dis parce que j'en entends déjà qui vont dire « Ah oui, mais il y a aussi le fait qu'une LGV mange du terrain. Est-ce qu'on rentre ça dans le bilan carbone ?» Je ne sais pas. Eh bien, je laisse à la réflexion des auditeurs. Sachez que une plateforme de LGV peut faire une vingtaine de mètres de large. Encore une fois, ça dépend de l'insertion. Donc, 20 mètres de large, eh bien, ça veut dire 2 hectares au kilomètre. Et sur 500 kilomètres, il y aura 1000 hectares qui vont être confisqués par une LGV. Je laisse ça à la réflexion des opposants. Une fois ces considérations expliquées, qu'est-ce qui pourrait encore biaiser les débats autour du bilan carbone ? Comme souvent, dès qu'un sujet porte une dimension technique, c'est la profonde méconnaissance de ce que constitue un bilan carbone dans sa dimension technique, mais surtout économique. On a vu au début de ce podcast que on pouvait avoir des commissions qui décidaient un coût de la tonne de carbone qui variait du simple au double. Le carbone reste le carbone, son impact sur la planète reste le même. Pourquoi valoriser ça différemment ? C'est essentiellement politique. C'est un domaine où l'irrationnel va l'emporter. Et même dans le sens de certains qui sont anti-rentabilité et anti-vitesse. Alors je m'explique. Moi, je suis pas un fanat de la rentabilité à tout prix de toutes les constructions humaines. Mais si on construit une ligne à grande vitesse qui coûte cher en argent, en coût à la société et en bilan carbone, il faut qu'elle soit rentable, c'est-à-dire il faut qu'elle transporte le plus de gens possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ça, c'est ça une rentabilité. Les LGV ont commencé à 270 km/h et aujourd'hui, on maîtrise parfaitement 320 km/h. Donc la vitesse, à condition de savoir lui fixer une limite, une asymptote si l'on veut, n'est pas l'ennemi de la rentabilité. Elle est, en particulier pour ce qui est une LGV, un très grand facteur d'attractivité qu'il ne faut pas négliger. Donc d'après votre point de vue, il faut qu'une LGV soit rentable, mais ça peut impliquer pour certaines personnes l'impossibilité de prendre un train à grande vitesse vu certains prix.
Absolument. On a passé ce podcast à expliquer qu'il fallait attirer le maximum de gens pour favoriser le report modal, pour que les gens abandonnent l'avion et la voiture. Mais on se demande si on paye vraiment le vrai prix du trajet quand on prend l'avion, alors qu'on a le vrai prix du trajet quand on prend le train, puisque les coûts de maintenance, les coûts d'exploitation, les coûts d'énergie sont parfaitement identifiés et sont reportés sur le prix du billet. Entre ces coûts et le prix du billet, il y a une politique tarifaire. Et cette politique tarifaire, elle gagnerait à être plus favorable. Il y a des efforts qui sont faits, les TGV inouïs sont moins chers, ils ne sont pas forcément aux heures où on en a besoin, mais néanmoins, le facteur de rentabilité, un des facteurs de rentabilité, une fois qu'on a dépensé et de l'argent et du carbone pour construire une ligne, c'est de remplir les trains, et c'est donc d'avoir une politique tarifaire qui soit juste, équitable et attractive. Est-ce que la fin de la première classe a déjà été envisagée pour augmenter le nombre de passagers ? Non, pas que je sache, parce que c'est la classe qui est la plus, celle qui fait rentrer le plus de devises. C'est les passagers, c'est les voyages d'affaires. Et donc, les entreprises n'hésitent pas à payer la première classe à leurs cadres qui voyagent avec leur ordinateur et qui travaillent pendant les 2 heures entre Paris et Lyon, moyennant un prix du billet nettement supérieur à celui de la deuxième classe. Donc, on n'est pas à la veille de la suppression de la première classe. De ce que je comprends, on est déjà un peu au taquet de ce qu'on peut faire pour l'attractivité des billets de train. Donc, pour améliorer le report modal de l'avion vers le train, il faudrait peut-être envisager de taxer le kérosène. Ou est-ce qu'il y a d'autres hypothèses sur la table ? Moi, l'hypothèse à laquelle je pense immédiatement, c'est véritablement estimer le bilan carbone d'un vol d'avion, d'un vol aérien. C'est-à-dire la construction des aéroports, leur entretien, le bilan carbone des gens qui se déplacent des périphéries d'aéroports pour aller prendre l'avion. Bien souvent, ça se fait en voiture ou en taxi, pas assez en train. Et donc, si on rentrait tout cela dans l'équation du voyage en avion, on verrait déjà une différence. Aujourd'hui, l'aviation, elle est très hypocrite. On construit un aéroport, il y a juste quelques centaines d'hectares à entretenir au départ, quelques centaines d'hectares à entretenir à l'arrivée, et bien entre les deux, eh bien on se sert de l'atmosphère pour avancer. Donc c'est quand même assez hypocrite. Quel pourrait être le mot de la fin de ce 2e épisode consacré à la grande vitesse ferroviaire ? Eh bien, je vais l'emprunter une fois de plus à Michel Leboeuf, l'auteur de cet ouvrage indispensable qui s'appelle « La grande vitesse ferroviaire » aux éditions du Cherche-Midi. Cette phrase, elle est tirée de cet ouvrage, elle est « Être habité par l'ambition d'aller plus vite, c'est aussi se donner une chance de faire mieux à vitesse constante. » Je trouve que c'est plein de sagesse. Néanmoins, pour être plus clair, il faut améliorer la disponibilité des trains, il faut améliorer leur fiabilité, il faut respecter les horaires et il faut tendre vers une tarification plus juste et plus équitable. Et là, on remplira les trains et le bilan carbone s'en trouvera nettement amélioré. Après s'être attardé sur la grande vitesse, la prochaine fois, nous serons dans des ordres de grandeur plus petits et nous traiterons la question du choix modal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le noter sur votre plateforme de podcast favorite. À bientôt dans Métropolitique.